comme le gardien numéro 1. Il en profite aussi pour devenir le rival tout désigné de son compatriote Nkono. En Égypte, comme plus tard en France, il arrête déjà des pénaltys, tout en rêvant secrètement d'en marquer, ce qui ne tardera pas. En Afrique, on considère qu'un bon gardien de but ne prend pas de but du tout. Que ce soit un pénalty, que ce soit votre défenseur qui vous la met au fond, on trouve que c'est votre faute. Et donc, quand on m'a critiqué 2-3 fois, y compris mon propre président, d'avoir encaissé un pénalty, ça m'a révolté. Je me suis dit, ceux-là, ils ne comprennent rien au football. Et donc, j'ai décidé de leur prouver qu'il était plus facile de les marquer que de les arrêter. Gardien de but, c'est une place qui n'est pas tellement appréciée dans les pays africains pour faire les attaquants, non? Oui, mais moi, ça m'a plu à cause disons, de l'aspect athlétique du poste de gardien de but. Je crois que pour moi, je trouve ça beau à voir, un gardien de but, la détente. Il y a tout dedans, il y a tout quand on est gardien de but. Et tout, je dirais, tout au niveau maximum. À un moment, ça m'a surpris qu'on parle plus du fait que je suis noir que du talent. Et bon, c'est pour ça que je l'ai dit, il faudrait peut-être qu'on parle d'autre chose. Que des spectateurs viennent pour voir un gardien de couleur, ça c'est leur affaire, mais que les journalistes aussi en parlent tout le temps. Mais ils en parlent parce qu'on en parle. Oui, mais je trouve qu'ils devraient parler d'autre chose. Ils devraient m'observer. Si je ne suis pas bon, qu'ils le disent. Si je suis bon, qu'ils le disent. Mais qu'ils n'insistent pas spécialement sur le fait que je suis noir. Sinon, il aurait fallu insister sur le fait que notre Yougoslave, que notre Polonais, et on retomberait dans ce qu'on veut justement éviter, c'est-à-dire le racisme et tout ça. Message reçu, mais comme la nostalgie est toujours ce qu'elle a été, c'est chez leur ami Joseph, le restaurateur, que la famille Bell vient se replonger dans l'ambiance camerounaise. Au menu, le ndolé, un des plats nationaux du Cameroun. Au dessert, le spectacle. Mais c'est bien finalement, Personnalité en tout cas, ce Joseph-Antoine Bell. Nous en rencontrerons d'autres au cours de cette saison. On passe à la deuxième moitié de cette 11e journée. À signaler pour l'un des matchs au sommet, Bordeaux-Nantes, la très belle initiative du président des Girondins de Bordeaux, M. Claude Bèze, qui, sur une belle initiative aussi de notre camarade Jacques Vendroux de France Inter et du Variété Réunie, a remis un chèque de 110 000 francs au professeur Schwarzenberg. 5 francs avaient été prélevés sur chaque place des spectateurs hier soir pour la rencontre Bordeaux-Nantes. Ces 110 000 francs iront agrandir la cagnotte de la recherche contre le cancer. On a toujours besoin de situations comme celle-là et à noter que d'autres clubs, je crois, suivront le mouvement. On parle d'une soirée identique du Football Club de Nantes pour un grand match. Nous allons maintenant voir avec Jean-Michel Larquet ce qu'a été ce Bordeaux-Nantes et ensuite nous suivrons avec Frédéric Jaillant le déplacement du leader en Normandie au Havre, Le Havre, Paris-Saint-Germain. Les deux grands matchs de cette deuxième moitié de la 11e journée, c'était hier soir, samedi. Bordeaux-Nantes est un match grandiose entre deux équipes en plein boom. Et comme vous avez dit que les spectateurs avaient donné 5 francs, et bien croyez-moi, ils ont été récompensés de leur générosité car ils ont assisté hier à un match de toute beauté avec des occasions de part et d'autre. On a vu d'abord un premier tir de Giresse, ici c'était une occasion de Brasigliano sur un coup franc de Pierre Maurice. Maurice que l'on retrouve ici qui va décocher un tir qui va frôler le montant de Dropsy. Pierre Maurice qui va être l'homme de la première mi-temps, puisqu'on le retrouve ici sur un coup franc. Coup franc bien travaillé, la balle rebondit juste devant Dropsy et les Nantais, alors que l'on joue depuis 29 minutes, ouvrent la marque au grand bonheur de Bertrand Demanne. Bertrand Demanne qui va être lui aussi très sollicité ici en relais entre Giresse et Tigana. Une balle lobée pour Lacombe, un premier arrêt sur sa ligne sauvé par Leroux. Les Nantais préservent donc ce petit but d'avance. On va retrouver encore les Bordelais ici avec Touvenel à l'attaque. Un ballon sur le côté gauche pour Malbaud. Un long centre et à la réception de Bono qui va malheureusement mettre sur le ballon sur le petit filet. Et les Bordelais sont donc menés 1-0 à la mi-temps. À la reprise, petite domination des
nantais avec à nouveau un tir ici de Pierre Maurice. Les Nantais que l'on retrouve ici et qui vont manquer la balle de break sur cette ouverture de Maurice. Petite erreur de Gernot Rohr et Loïc Amis du bout du pied pour le bout du pied de Dropsy. Les Bordelais, toujours menés 1-0, vont réagir. C'est d'abord une première occasion pour Bernard Lacombe, amorti de la poitrine, et nouvelle intervention de Bertrand Demanne. Ensuite, ouverture pour Giresse. Regardez cet amorti et ce contrôle orienté. Il démarque Pascal sur le côté droit. Et là, Bertrand Demanne, malgré sa manchette et son plongeon désespéré, ne peut éviter l'égalisation des Bordelais. On joue à ce moment-là depuis 68 minutes. Nouvelle occasion, nouvelle amortie de Lacombe. Et là, c'est Bertrand Demanne qui plonge dans les pieds de l'avant-centre. Aimé Jacquet pense que l'on va tout droit vers le match nul. Giresse sur le côté droit. Et regardez la détente de Bertrand Demanne. Cet arrêt réflexe absolument remarquable hier, le gardien et capitaine nantais, devant les attaquants et les défenseurs girondins. Et comme en pareil cas, erreur de marquage. Lacombe est tout seul. Delanoë avait couvert et maladroitement sa défense. Et Bernard Lacombe, on ne la lui fait pas d'une pichonnette. Il donne donc la victoire à Bordeaux. La dernière occasion sera nantaise, ici sur ce tir de Robert. Mais croyez-moi, messieurs, des matchs comme ça, on en redemande toutes les semaines. Le Havre-Paris donc, coup d'envoi de cette rencontre, 4 secondes de jeu, le ballon pour Fernandez, Crimo se précipite et le capitaine parisien déjà devra aller se faire soigner sur la touche. Entrée en matière dont on se serait bien passé vu le climat, disons, particulier entourant cette rencontre. Quelques heures auparavant, une dizaine de hooligans avaient été arrêtés à leur descente du train à la gare du Havre et toute la semaine, c'est sous la protection de policiers que les joueurs havrais s'étaient entraînés. Ce qui explique, à défaut de l'excuser, leur nervosité. Et le scénario du match ne va pas aller pour l'apaiser après un arrêt de Batz devant Crimo. Ce sont les Parisiens qui marquent les premiers. But de Poulain, 1-0 pour le Paris Saint-Germain après 20 minutes de jeu. Le ralenti permet de constater qu'il n'y a absolument pas hors-jeu de Fabrice Poulain, le nouvel international du Paris Saint-Germain qui avait déjà marqué à Auxerre un but décisif. Presque sur la remise en jeu, 30 secondes plus tard, le ballon pour Suzy qu'il donne à Vermeulen. Une faute est commise par Drieux, une intervention trop rude, justement sanctionnée par M. Lambert. Les Havrais ne sont pas d'accord, ils contestent et il va s'écouler près de 4 minutes avec 2 avertissements au passage pour Sade Guillochon entre le moment où la faute a été sifflée et celui où le coup franc est tiré par Suzy. Finalement, sur le tir du Yougoslave, bon arrêt de Casanova. Résultat, un corner pour le Paris Saint-Germain. Il est tiré par Dominique Rocheteau qui donne en retrait à Bibard. Centre de Bibard dévié de la tête par Robert Llorens, auteur d'un très bon match, mais qui là trompe son propre gardien. 2-0 pour le Paris Saint-Germain après 26 minutes de jeu. Une dizaine de minutes plus tard, les Havrais ont de nouveau l'occasion de s'en prendre à M. Lambert. Il est vrai, souvent mal inspiré. Y a-t-il ou non pénalty pour cette faute de Fernandez sur Llorens? On va revoir l'action. L'arbitre, lui, donne un coup franc à l'intérieur de la surface. Un coup franc qui ne donnera rien. La deuxième période, maintenant, heureusement, elle sera totalement différente. Pendant une demi-heure, le jeu sera de remarquable qualité avec tout d'abord ce but superbe de Philippe Jacquet. Marqué 2 minutes après la reprise, ce but a le don de relancer les joueurs de Didier Noto qui vont alors s'exprimer de la plus belle des manières, c'est-à-dire en se jouant bien et en se créant des occasions. C'est donc Jacquet qui marque ce but. Batz et le B. Jacquet que l'on va retrouver très souvent dans les minutes à venir, c'est lui qui place ici une tête à côté. Ensuite, sa reprise s'écrase sur la transversale. Puis c'est Joël Batz, toujours devant Philippe Jacquet, qui réalise une bonne sortie. Et enfin, après cette tête de Crimo et un bon arrêt de Batz, Jacquet ne peut prolonger le ballon derrière la ligne. Là aussi, contestation des Havrais, pourtant le ballon c'est sûr, n'est pas rentré.
Côté parisien, quelques bonnes réactions. Appel de balle de Fernandez au milieu de l'écran sur ce corner de Suzik. Le Yougoslave a aperçu son partenaire et superbe reprise de volée de Luis Fernandez, dont il faut noter qu'il n'a pris aucun avertissement dans ce match très heurté. Cela n'aurait sans doute pas été le cas il y a 2 ou 3 saisons. Et malheureusement, cette rencontre va se terminer par une expulsion. Robert Sab, qui avait donc déjà écopé d'un carton jaune, retient Suzik qui partait seul au but. Robert Sab expulsé, donc voilà qui venait nous rappeler la première période. On a vraiment préféré la deuxième et le Paris Saint-Germain a donc gagné au Havre 2-1. Ce coup franc de Philippe Janol étant en effet stoppé par Casanova. Et pour célébrer cette rencontre du Havre, je vous présente l'officiel du Havre Athletic Club. C'est le plus vieux club du football français et c'était normal que nous présentions la plaquette du grand club normand. Nous poursuivons pour cette 11e journée et nous allons avec Didier Roustan, pour une fois pas dans le midi mais dans le nord, mais c'est vrai qu'une équipe azuréenne y jouait. Lille-Monaco, Didier Roustan, c'était hier soir à Grimont-Pré-Joris. Donc Monaco qui joue en maillot rouge et qui va se distinguer dès le début de la partie avec ce coup franc de Liégeon légèrement dévié de la tête par Bravo et sur le bon pied, le gauche de Bruno Bellone. Vous avez vu, Motet était à la parade et finalement un début de partie assez équilibré puisque Lille aussi va se créer une très bonne occasion avec Cyriac Dido à la suite d'une bonne ouverture de Piette et Bernard Bureau qui n'y croit pas, qui aurait pu se jeter, anticiper un petit peu. Et finalement, à la 13e minute, vous voyez Amoros et Bellone, et oui, Amoros est de retour, nous y reviendrons. Et bien à la 13e minute, à la suite de ce coup franc de Bellone, la défense de Lille un peu statique et Fofana bien isolé ne laisse aucune chance à Motet. 1-0. On s'attendait peut-être à une déviation de la tête au passage. Donc les Vistes mènent 1-0, mais pas pour longtemps. Revenons en tout cas sur la forme de Manuel Amoros. Vous voyez, il n'a pas peur et le genou tient le coup. Il va rapidement se relever. Il arrive, le torse en avant comme toujours, mais ça va, pas de problème. Ils sont un peu courts physiquement en fin de partie, mais c'est bien normal. Tout de même, 8 semaines d'inactivité. Donc Lille fait le forcing pour égaliser. Tout d'abord, une bonne occasion à la 23e minute avec ce tir de l'intérieur du pied, chercher le petit côté. Piette, mais Tori avait senti le coup. Toujours est-il qu'à la 30e minute, à la suite de ce superbe 1-2 entre Bureau et Stéphane Planck, eh bien, une bien jolie lucarne. Et Tori n'avait pas l'ombre d'une chance et cette égalisation est finalement méritée. D'ailleurs, Lille va connaître une bonne période et être bien près de marquer encore un but. Amoros et Simon se sont gênés et finalement, eh bien, Bureau n'a pas réussi le lob comme le joueur du Havre tout à l'heure devant Joël Batz. Nous sommes en tout début de deuxième mi-temps. Bravo, une belle feinte. De l'intérieur du pied toujours, Motet, mais José Lopez qui avait remplacé à la mi-temps Liégeon légèrement blessé, eh bien, pour son premier ballon. C'est la bonne, 1-0 donc, puis un but partout, puis encore Monaco qui mène à la marque et qui est bien près de marquer un 3e but, mais il y avait une main de Bravo. On a l'impression que Monaco a le match en main, il n'était pas loin du chaos et finalement à la 70e minute, eh bien Bureau égalise finalement un score assez logique, 2 buts partout entre les deux équipes. À partir de maintenant, il faut penser au match de Coupe d'Europe, on va essayer de tout faire pour le gagner et puis je pense que l'équipe, elle va revenir. Nous nous rendons compte qu'il reste encore pas mal de travail à effectuer. C'est sûr que nous sentons par moments ce manque d'expérience, cette fébrilité, un petit peu ce bon sens dans le football qui nous manque. Mais encore une fois, je dis à la décharge de ces garçons, c'est qu'ils ont tout à apprendre et qu'encore l'avenir se trouve devant eux. À l'occasion de la rencontre Toulouse-Bastia hier soir, eh bien, figurez-vous que c'était la première visite du grand Georges Dominique au Stadium de Toulouse. Alors voilà les images qu'il en a ramenées à l'occasion de la rencontre TFC Sporting de Bastia. Toulouse-Bastia. Alors l'auto rime avec Justo. Qui voyez-vous, Juste Fontaine? Bien, je vois Toulouse, mais si on veut que ça rapporte gros, il faudrait prévoir un petit bulletin pour Bastia. En tout cas, c'est Toulouse qui semble l'avoir touché en s'attachant ici les services de Marsico, un international argentin. Lui, c'est le nouvel entraîneur de Toulouse, un visage qui vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? C'est Jacques Santini, 33 ans, un ex-vert. Côté Bastia maintenant, du changement, un nouveau président et l'inusable Charles Orlanducci, bombardé cette fois directeur sportif.
Et modification de dernière minute, Linarczyk, le gardien de but de l'équipe de Pologne, est rentré malade. C'est donc Murati ici qui officiait hier soir au stadium de Toulouse. Curieusement, ce sont les Corses qui vont tirer les premières flèches, à l'image ici de Gérard Soler, un ancien Toulousain. Balle pour Pastinelli, mais par 3 fois dans les 10 premières minutes, les centres de Bastia ne trouvaient pas tellement de destinataires. Mais après une dizaine de minutes de jeu, le TFC donnait le ton, monopolisait la plupart des ballons. Balle ici d'un Argentin, Tarantini, pour un autre Argentin, c'est Marsico. Murati en corner. Corner tout de suite avec le pied gauche de Passy. La tête est toulousaine, elle est de Marx. Autre tête bastiaise de Scaglia. Toujours Toulouse avec Passy, le numéro 10. Passe précisément pour son capitaine, Domergue. Changement de direction. Et toujours la même chose avec Jean-François Domergue, le capitaine toulousain. Le ballon pour Passy qui va de l'avant. Marsico pour Passy. Toujours son pied gauche, du bien bel ouvrage, 1-0 à la 33e minute de jeu. Gérald Passy, 20 ans, international espoir. Il vient de Montpellier. Coup franc, ils sont 2. C'est Marsico qui donne ce petit ballon piqué, comme dirait l'ami Larquet. Passy, contrôle de la poitrine, jonglage, ça va sur la barre, encore du bel ouvrage, qu'a bien sûr apprécié Pierre Cahuzac, qui connaît bien les deux formations. Deuxième mi-temps, toujours Toulouse, maître de la situation. Un très long ballon pour Marsico. On efface Pastinelli, on croit au centre pour Stopira, mais non. L'Argentin surprend tout son monde et signe son 6e but toulousain. Un quart d'heure plus tard, corner avec Passy au départ et encore à l'arrivée. Tir dévié par Servetti. 3-0 à la 73e minute et Bastia toujours à la recherche de son premier but à l'extérieur. Mais les Corses, vous le savez, sont persévérants et ce premier but, ils vont l'obtenir à 2 minutes de la fin. Ici, un centre de Gérard Soler et finalement la tête de Thierry Meyer. 3-1 pour Toulouse, Bastia toujours dernier et le TFC qui souhaite bien sûr plus de régularité. Le souhait, c'est que le TFC puisse continuer à avoir un parcours très régulier au niveau des performances. Et donc, à partir de là, essayer de s'affirmer dans un tiers de tableau qui correspondrait aux possibilités de l'équipe. Voilà le temps pour moi de vous présenter TFC Magazine. C'est un journal gratuit, il est bon de le préciser, qui est distribué donc tous les 15 jours à Toulouse et il concerne bien sûr l'équipe fanion de la région, le TFC. Dernier match de cette 11e journée, eh bien on retrouve notre ami Bernard Renaud. Il était à Nice pour la rencontre Nice-Sochaux, première victoire niçoise sur son terrain. Ça ne pouvait plus durer pour les Niçois. 4 matchs nuls à domicile, c'était 4 de trop pour les supporters. Aussi hier soir, les 12 000 spectateurs présents au stade du Ray, il faisait beau, étaient bien décidés à tout faire pour que leur équipe l'emporte enfin à domicile. Dès le début de la rencontre, les Niçois prennent donc les affaires en main, et même bien en main. Françoise qui a vu Marguerite et bon arrêt de Russe qui stotte. Il est vrai, facilement. 13e minute, nouvelle attaque niçoise. Rico récupère sur la droite. Curbelo, qui a bien vu Bernad démarquer. Bernad va redonner à Marguerite et c'est le premier but. Hier, on a vu un superbe Marguerite qui ne fait pas du tout ses 31 ans. Il a même fait oublier les absences des 2 buteurs patentés, Dominguez et Barrera, toujours blessés. 5 minutes plus tard, les Niçois, toujours déchaînés, vont doubler la mise avec au départ de l'action le deuxième grand bonhomme de la soirée, l'ex-messin Jean-Paul Bernad. Bernad a vu Lefebvre, étrangement seul, et boum, 2-0. Un joli but. 2-0, 18 minutes de jeu. Les Sochaliens ne s'en remettront jamais, moi non plus. Des Sochaliens bien décevants hier soir qui n'ont que très rarement inquiété Amitrano. 2 occasions, la première la voici. Colin au départ et Lada qui tire trop mollement. Deuxième véritable action sur ce corner. Sauzet tire en force mais Drey aussi sauve. Voilà, c'était la véritable occasion de but des Sochaliens. 2-0 à la mi-temps, ce sera également le score à la fin de la rencontre en dépit de ce tir de Massa, bien capté par Russe. 2-0, c'est donc la première victoire à domicile de Nice. Les résultats donc en demi-temps, si j'ose m'exprimer ainsi, de cette 11e journée, vous les avez vus tous, ces buts. Il y en a eu 28, c'est un bon total pour une journée de championnat. On passe au classement de cette première division après 11 journées. Un superbe parcours, il est bon de le préciser, du Paris Saint-Germain parce que 20 points sur un maximum de 22.
Ça n'a pas dû souvent être réalisé après 11 journées dans notre championnat de division 1. Bordeaux et Nantes suivent donc à 5 points déjà. Mais vendredi soir, Bollaert sera en flamme pour la rencontre Lens-PSG, ou le retour de Gérard Houllier. Dans le bas du tableau, ça devient très inquiétant car un petit peloton de lâchés s'est formé. Bastia, Marseille, Strasbourg, Brest. Ça sent un petit peu le roussi de ce côté-là. Deuxième division. En ce qui concerne le groupe A, des rencontres qui se sont jouées vendredi, but de Durix pour Lyon. Montpellier a battu Thonon 1-0 également, un but de Blanc. Les matchs du samedi à présent, les voici. Le Puy a encore gagné, de peu, mais ça suffit. Ndoumba a marqué à l'Est, l'autre leader. Elle l'a également emporté par la plus petite des marges. 1-0, but de Martinez. Signaler le succès de Grenoble face à Nîmes et le résultat nul de Saint-Étienne à Béziers. Dans le groupe B, à présent, les premières rencontres, c'était celle de vendredi. Mulhouse-Orléans arrêté par l'orage. Caen l'a emporté 1-0 au but de Stéphane et Angers l'a emporté face à Niort 1-0 également but de Sauvaget. Les matchs de samedi maintenant, large succès du Racing Club de Paris à l'extérieur à Valenciennes, 2 buts de Kabongo et un but de Morin et succès également de Beauvais à Lorient, c'est la surprise du jour. Campagnac et Beau ont marqué les 2 buts de Beauvais. Voilà en ce qui concerne donc ce championnat de première et de deuxième division. La semaine prochaine, ce sera le premier tour de la Coupe d'Europe. Notre camarade Yves Kupferminck s'est rendu en Turquie pour aller à la découverte de Fenerbahçe d'Istanbul. C'est le club qui rencontrera les Girondins de Bordeaux en Coupe d'Europe des clubs champions Fenerbahçe. Proche et à la fois lointaine, la Turquie est accrochée à l'Europe par moins d'1/30 de son territoire. Et c'est cette petite bande de terre qui lui permet de participer chaque année aux Coupes européennes. Mais hasard du tirage au sort, en 20 ans d'existence, ces coupes n'ont amené qu'une seule équipe française aux portes de l'Orient. En 1959 et 1973, l'OGC Nice a pu admirer à 2 reprises cette superbe vue du Bosphore se qualifiant aux dépens du Fenerbahçe d'Istanbul, malgré 2 défaites en Turquie. La Turquie où la lutte était encore le sport national il y a quelques années. Fort comme un Turc, disait-on à cette époque, l'expression est restée, la lutte, elle, a pratiquement disparu, laissant la place au football. Comme dans tous les pays où les conditions de vie sont difficiles, le football est rapidement devenu l'exutoire d'une population qui chaque dimanche se précipite dans les stades. Et malgré un prix des places très peu élevé, certains doivent se contenter de ne voir qu'un tiers du terrain. Nous avons un peuple qui aime beaucoup le football. Et chaque semaine, il y a plusieurs spectateurs qui viennent au stade, mais c'est vrai que notre footballeur ne donne pas beaucoup de choses aux spectateurs. Comme le souligne cet ancien gardien de but de l'équipe nationale, il existe un grand décalage entre l'engouement récent du public et la qualité du jeu qui, elle, n'a pratiquement pas progressé. Principal responsable, le niveau du championnat turc où depuis 20 ans, 2 ou 3 équipes seulement se disputent chaque année le titre. Responsable également l'état d'esprit des joueurs dont l'objectif n'est pas toujours de progresser. Mais maintenant, les clubs vont changer. Ils vont devenir le professionnel aussi, comme en France, comme en Angleterre ou bien comme en Allemagne. Chez nous, les footballeurs seulement pensent de l'argent, puis comme dans tous les pays. Mais dans les autres pays, en pensant de l'argent, ils jouent le football aussi. Mais ce qui frappe le plus dans le football turc, c'est son manque de structure. C'est le plus souvent comme ici, dans la rue, avec un ballon crevé, que les mômes d'Istanbul imitent leurs idoles. Pas de terrain, pas de club, pas d'équipement, ces enfants, même s'ils sont très doués, auront beaucoup de mal à devenir un jour professionnels. Des structures qui ne sont pas bien meilleures pour l'élite du football. Regardez l'état du terrain sur lequel se déroulera le 2 octobre prochain le match retour Fenerbahçe-Bordeaux. Et si vous vous demandez pourquoi la rencontre a lieu à 15h30, c'est simplement parce qu'à Istanbul, il n'existe pas un seul stade où l'on puisse jouer en nocturne. Dans ce tableau assez noir du football turc, Fenerbahçe est une exception. Fenerbahçe qui en turc signifie le phare dans le jardin.